cette organisation qui, sur le plan géopolitique, est en train de devenir un acteur majeur. Nous avons toujours dit que l'AES est l'événement géopolitique ce début de 21e siècle en Afrique. Vous savez, quand les Occidentaux faisaient leurs prévisions sur l'Afrique, ils avaient pour habitude, dans leurs officines de stratégie, ils avaient pour habitude de considérer que l'Afrique était un no man's land du point de vue de réflexion stratégique. Pour eux, les Africains étaient une sorte de caisse de résonance, des espaces de conquête, des territoires de prédation, des territoires où on impose une vision du monde. D'ailleurs, pour eux, s'il y avait des peuples qui réfléchissaient, c'était les peuples chinois et les peuples russes. Quand vous voyez, même dans leur logiciel, quand ils font la critique du panafricanisme, ça revient à se présupposer. Pour eux, l'Africain n'est pas capable de réfléchir. L'Africain ne peut pas réfléchir. L'Africain est incompétent en matière de réflexion stratégique. S'il réfléchit de manière stratégique, non, c'est les Russes. C'est les Russes qui lui disent comment réfléchir. C'est les Chinois qui lui disent comment réfléchir. Donc, l'AES vient comme étant l'événement géopolitique et géostratégique majeur en Afrique au XXIe siècle. Après la défaite du guide Muammar Kadhafi du point de vue militaire, il faut préciser que c'est une défaite militaire, donc c'est une bataille de perdu, mais pas la guerre. Après la défaite de Muammar Kadhafi, les Occidentaux s'étaient dit que du point de vue stratégique, il n'y aura plus émergence d'un véritable pôle de réflexion en Afrique. Et ce qu'ils observent, c'est qu'au-delà du pôle de réflexion, c'est le pôle de réflexion, pour une grande partie, c'est ici au Cameroun. Maintenant, le pôle de développement politique, ils ne s'attendaient pas à ce que cela naisse, et c'est né au niveau du Sahel. Dans la zone où ils espéraient encore le moins. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les classements mondiaux, les classements en matière de hiérarchie des pays riches, on vous disait que le Niger caracole à la dernière place, avec quelques pays qui étaient également triés comme ça là, qui faisaient partie pour eux des pays les plus pauvres. On ne connaît pas très bien la situation en ressources naturelles de ces pays. Mais on vous disait que le Niger, c'est un pays très pauvre. Donc, le Niger était déclaré non partant pour des questions de géostratégie. Tout à fait. Quand vous regardez du point de vue militaire, le Niger, le Burkina, le Mali, c'était des espaces où le niveau d'armement était digne d'une milice qui va affronter simplement des chasseurs de rats ou des chasseurs de lapins. C'est-à-dire que pour eux, ce n'étaient pas des armées, ce n'étaient pas des gens qui pouvaient se placer et dire « nous allons tenir une réflexion stratégique ». Parce que quand vous tenez une réflexion stratégique, il faut avoir un système de défense qui va avec. Et la grande surprise, c'est de voir que là où c'était le moins attendu, dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils s'attendaient, et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont combattu avec âpreté Laurent Koudou-Gbagbo, ils se disaient que le phénomène Laurent Koudou-Gbagbo allait être le point majeur qui allait permettre, et quand vous écoutez les Jacques Attali a encore cette vieille réflexion où il dit s'il y a quelque chose qui peut naître en Afrique de l'Ouest, c'est soit au Nigeria, soit en Côte d'Ivoire. Donc, ces gens pensez que si vous avez neutralisé la Côte d'Ivoire, si vous avez neutralisé le Sénégal, qui du point de vue historique et néocolonial étaient des espaces où on a travaillé un certain endocolonial. Une pensée plus ou moins contrôlée. Voilà, une pensée contrôlée. Si vous avez neutralisé ça, en fait le reste, c'est des gens qui vont simplement vous suivre. Et c'est là où naît la grande surprise. Dans l'AES, c'est ça l'AES, c'est la grande surprise, c'est que là où on l'attendait le moins, la réflexion, non seulement la réflexion géostratégique a pris, mais l'événement géopolitique majeur est survenu. Et l'AES va faire quelque chose, l'AES va de manière progressive, mais surtout brillante, chasser l'impérialisme occidental.
le Mali, d'abord, depuis 2020. Les derniers soldats américains ont d'ailleurs libéré le territoire nigérien ces dernières heures. Et regardez quel est le calibre des armées qui sont chassées dans la zone. Quand vous regardez le calibre, il y a des armées comme l'armée états-unienne, il y a l'armée française. En Europe, même si on a tendance à minimiser pour nous, ou bien à prendre l'armée française pour ce qu'elle est vraiment, parce que pour nous, elle n'est pas une véritable super armée. Mais au niveau de la dimension de l'Europe, l'armée française fait partie quand même du top 5. Tout à fait. Donc ça fait partie des plus brillantes armées que l'Europe peut présenter. Et le Mali, qui ne comptait pas une armée du même calibre, a réussi à éjecter cette armée, a réussi à éjecter ceux qui se prévalent être la première puissance militaire mondiale, les États-Unis. Donc quand vous regardez ces éléments, le peuple qui au départ voyait cette volonté de souveraineté comme étant un simple espoir, regarde comment des dirigeants l'ont concrétisé. Les dirigeants l'ont porté, l'ont incarné. C'est ça, le triomphe de président Ibrahim Traoré dans les rues de Niamey. Quand il marche dans les rues de Niamey, en fait, c'est le symbole de la victoire des peuples de l'AES qui est en train de passer sur la rue. Quand il voit le président Assimi Goïta, c'est un autre symbole de cette victoire. C'est des dirigeants qui ont inspiré le peuple nigérien, l'ont décidé à finalement larguer M. Bazoum et à se défaire de cet impérialisme via le Laban qui était à la tête du Niger. Donc le triomphe de ces deux dirigeants, ou du moins des trois dirigeants, au niveau de Niamey, incarne surtout la victoire des peuples de l'AES. Ils incarnent la victoire des peuples de l'AES sur l'impérialisme. Et maintenant, ils pèsent sur eux une grosse responsabilité. C'est une responsabilité historique. C'est-à-dire qu'au-delà de la consolidation de leur unité à partir de la charte du Liptako Gourma, qui est aujourd'hui en train de devenir une confédération. Et c'est ça qui est pertinent. Au-delà de ça, il faut passer à des actes qui vont permettre à la vendeuse du bord de rue à Niamey, ou bien à Zende, ou bien à Gadez, ou encore à Waïgouya, ou bien encore à Tombouctou, de se sentir appartenir à un véritable espace de puissance. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons toujours appelé, manifester une volonté de puissance. Il faut que cette volonté de puissance soit concrétisée sur le terrain. Que cela se concrétise par la création d'une activité économique prospère qui va permettre à tous les citoyens de véritablement se sentir heureux dans la nouvelle confédération.